Bonsoir et bienvenue à l'Académie du Climat. Ce soir, nous recevons Thierry Libart, qui est à ma droite, qui est docteur en sciences de l'information, professeur des universités, président de l'Académie des controverses et de la communication sensible, membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Et Thierry Libart est aussi conseiller au Comité économique et social européen. Il est aussi un auteur prolixe de nombreux livres, dont le très marquant en 1993, La communication verte, qui est un livre de référence, et dernièrement, l'année dernière, je crois, Des vents porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète, aux éditions Le Pommier. Avec nous aussi ce soir, Jacques-Olivier Barthes, qui est consultant en communication. Il a été longtemps le directeur de la communication du WWF France, et il a travaillé avant au service d'information du gouvernement. Voilà, deux experts de la communication. Le sujet du jour, c'est que l'Académie du climat, qui a ouvert il y a quelques semaines, lors de son élaboration, on s'est beaucoup confronté à la difficulté des mots, à la complexité du sujet, des sujets, à qui allions-nous parler, quel ton allions-nous prendre et qu'allions-nous raconter. Nous avons choisi pour nom l'Académie du climat. On nous a tout de suite répondu « et la biodiversité ». C'était bien parti. Nous voulions parler aux jeunes. Quels jeunes? Nous étions devenus donc un émetteur de messages, comme tout émetteur de messages, confronté au qui, quoi, comment. L'écologie, la terre, la pollution, les animaux sont des sujets qui occupent l'espace public et médiatique depuis plus de 50 ans. Depuis un demi-siècle et la création de nouveaux mouvements, depuis un demi-siècle et de nombreuses actions, depuis un demi-siècle et de nombreuses campagnes, depuis un demi-siècle et une prise de conscience de l'opinion publique, les changements climatiques sont devenus des crises climatiques et même des périls climatiques. Aujourd'hui, nous savons, mais agissons peu. Alors la question de ce soir, c'est quel mot pour mobiliser, quel mot pour passer à l'action? J'allais vous demander, Thierry Libart. Bien, merci de cette présentation. La communication, c'est vrai que sur le sujet du climat et plus globalement des problématiques environnementales a été, à mon sens, trop peu considérée. Pour moi, pour ce qui est des questions climatiques, on a pris le problème sous un angle très technique, économique, avec de nouveaux modèles économiques comme l'économie circulaire, des dispositifs financiers d'investissement socialement responsable, des innovations technologiques ou autres. Mais le rôle même de la communication a, à mon sens, jamais été questionné de manière un peu importante. Et peut-être que c'est temps de voir comment la communication, elle peut apporter sa pierre justement à cette transformation. Alors, pour ce qui est de la communication, le gros problème, c'est que quand on parle de communication sur le climat, et plus globalement sur les questions environnementales, on a commis trois grandes erreurs. La première erreur, c'est de considérer qu'il suffit d'envoyer un message à quelqu'un pour que celui-ci modifie son comportement. Et en fait, c'est une conception qui date de plus d'une cinquantaine d'années. C'est le modèle de la seringue hypodermique. Enfoncez-vous ça bien dans le crâne. Modèle un peu télégraphique, comme s'il y avait un émetteur qui envoie un message à une cible, qui reçoit le message et qui du coup modifie son comportement. Alors, on sait bien en sciences de l'information que c'est évidemment pas aussi simple et que c'est pas l'information qui modifie le comportement. Deuxième erreur, on a pensé que le fait que les gens déclaraient, notamment dans les sondages, qu'ils étaient sensibilisés aux questions environnementales, faisait que justement ça devenait facile parce que les gens disaient qu'ils étaient sensibilisés, qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et puis là, on s'est aperçu qu'il y a un gouffre entre le déclaratif et le comportemental. Je vous dis juste en 30 secondes, moi j'étais pendant plusieurs années administrateur de Max Havelaar, que vous devez connaître, sur le sujet du commerce équitable. Et une fois, on avait reçu un sondage justement sur les Français et le commerce équitable qui disait que 95% des Français étaient pour le commerce équitable, que 2/3 des Français pratiquaient régulièrement le commerce équitable, achetaient régulièrement le commerce équitable. Et en fait, le chiffre d'affaires de la filière commerce équitable en France, c'est 20 € par foyer et par an, c'est-à-dire rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire c'est peut-être deux paquets de café, un paquet de chocolat, ou du thé, éventuellement une banane, mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une survalorisation du rôle des pratiques environnementales dans les sondages. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas prendre au pied de la lettre le déclaratif sur ce sujet-là, sinon on ne comprend pas le sujet. Et puis troisième erreur, qui est à mon sens peut-être moins évidente, c'est de penser que parce qu'on est davantage sensibilisé,
on fait davantage de choses pour l'environnement. Alors ça peut paraître étonnant, parce que si on est sensibilisé, c'est que justement on est prêt à agir. Mais quand on met ça sous une forme un peu plus globale, quand on essaye d'observer au niveau un peu plus global, ben on s'aperçoit, paradoxe suprême, que ce sont les personnes qui se disent les plus sensibilisées à la cause environnementale qui ont le plus fort impact environnemental. Alors pourquoi ? Simplement parce que si vous êtes sensibilisé, vous allez tous les jours faire un minimum d'action, vous allez plutôt prendre une douche plutôt qu'un bain, fermer la lumière, fermer l'eau, acheter les locales dans une AMAP, enfin, toutes choses qui sont bien sûr à encourager. Mais comme il y a une liaison qui est assez forte entre votre capital culturel et puis votre capital économique, eh ben, ça ne va pas vous empêcher d'acheter le dernier smartphone à la mode, parce que quand même, le iPhone 13, il est quand même très bien. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir ce désir, et surtout maintenant post-Covid, de refaire de beaux voyages. Et qui ne rêve pas d'aller voir le Machu Picchu ou le Temple d'Angkor. Et ce qui fait qu'en l'espace d'une semaine, vous allez ruiner tous les efforts, les éco-gestes que vous avez fait pendant toute une année. Donc ça veut dire que si on veut vraiment avancer, il faut aussi bien comprendre le rôle de la communication et comment la communication peut amener justement une modification des comportements. Olivier ? Oui, mais moi je vais avoir un regard plus praticien peut-être. Moi ce qui me plaît dans le travail de Thierry, c'est que, et c'était salutaire, il tord le cou à un certain nombre de mythes. C'est vrai que si on regarde la séquence des 50 dernières années, et pour avoir été DIRCOM du VVF, comme vous l'avez dit, pendant 13 ans, il y a un tropisme dans le secteur de l'environnement à penser que l'accès à la connaissance suffit pour changer les comportements. Et j'irais même plus loin, il y a un côté assez malsain dans la communication des ONG, maintenant je peux le dire, puisque d'une certaine façon, on fait compliqué parce qu'on fait sachant et c'est valorisant pour l'émetteur sans se poser vraiment la question de comment c'est reçu et de ce que ça crée chez le récepteur. Donc c'est quand même une communication, objectivement, la communication sur l'environnement est une communication très orientée sur de satisfaction. Moi j'appelais ça auprès de mes équipes la communication de témoignage, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir, quoi, globalement. On explique que tout va mal, et puis un peu on fait passer le message implicite que les gens sont un peu des abrutis de ne pas bouger. Mais on ne se pose pas la question comment on les fait réellement bouger. Et ce qui est la vraie question. Et ça vraiment, je remercie le travail qu'a fait Thierry. Je pense que c'est un ouvrage qui en plus permet vraiment qui résume bien tous les travaux en termes de sciences cognitives et comportementales, et qui à la fin on se rend compte que si on doit synthétiser ces 50, on peut le dire depuis 1972, il y a un constat qui est vraiment tragique, c'est qu'on a fait les mauvaises choses et en plus on a mal fait les choses. C'est-à-dire que stratégiquement on se trompe, et tactiquement, on fait mal les choses en plus. Donc on coche 2 fois dans la mauvaise case. On fait mal les choses parce que vous êtes beaucoup d'émetteurs ? C'est-à-dire qu'on fait mal, déjà, on ne se pose pas la question de comment le message génère de l'action, premier point. Et au-delà de la question de comment le message génère l'action, on ne se pose pas la question de quelle force on donne au message, et puis par exemple, comment on se coordonne. Objectivement, si vous regardez les ONG, le discours, finalement, il est culpabilisateur, et 2, il est implicitement concurrentiel entre ONG. Je vais dire les choses un peu brutalement. Les campagnes de Greenpeace, elles ne changent pas la donne. Objectivement, si vous prenez le cas assez connu, maintenant c'est un cas connu, de la campagne de Greenpeace contre KitKat, Nestlé, le résultat de la campagne contre KitKat, donc un produit Nestlé dans lequel il y avait l'huile de palme, où Greenpeace avait mis en scène le fait que manger du KitKat, c'est comme si vous mangiez 2 doigts d'orang-outan. L'année suivante, KitKat, c'était fois 20% de vente. Donc on ne peut pas dire que la campagne qui a attaqué très fort la réputation de Nestlé et de KitKat, elle a changé réellement les choses, puisque l'année d'après, c'est plus 20%. Donc ça, c'est un exemple concret. Voilà. Donc globalement, sur la question de communication, on s'est tous plantés. Voilà. Et je pense que j'en fais un regard assez aussi lucide sur ce que j'ai pu faire. Et je pense aussi le fait, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi, on ne s'est pas posé des vraies questions. Pourquoi ça n'engage pas les gens ? La question, je pense qu'il y a aussi, et je pense que ce serait important que Thierry développe là-dessus, c'est qu'il y a, en particulier en France, le livre de Jean-Pierre Dupuy sur le catastrophisme éclairé. Vu qu'il a été mal compris,
il a amené à ce que ça devienne une espèce de matrice de perception de tout le monde en disant « faut faire du catastrophisme ». Coup de l'opération, ils en font mal, parce que je pense que Dupuis ne se reconnaît pas du tout dans cette approche-là. Et donc, on arrive à quelque chose qui est... on le voit à Copenhague. Je ne pense pas, par exemple, que Greta Thunberg, après 3 ans à engueuler les gens, ça imprime, objectivement. Je pense que c'est très bien. D'une certaine façon, maintenant, on est dans un jeu de rôle où elle arrive, elle donne la voix de la jeunesse, sachant que la jeunesse, il n'y a pas une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses. Vous lisez le dernier livre de Dabi sur Fracture, vous voyez que tous les jeunes ne sont pas sur le climat, loin de là. Et puis, elle est dans son rôle, quoi. Donc, elle engueule les gens, puis bon, maintenant, ils sont tous un peu passés à autre chose. Donc, on a un vrai souci de réflexion sur les messages et de vrai travail sur comment on engage les gens. Mais bon, je pense que ça va être un sujet, on ne sera pas tout le temps d'accord sur tout, mais je remercie vraiment Thierry qui a posé les bases d'une vraie réflexion et de sortir un peu des chemins classiques sur ces sujets-là. Ouais, parce qu'en fait, c'est le gros problème avec la communication, c'est que Jacques-Olivier et moi, on est tous les deux issus d'études, de formation en communication, et on est toujours un peu challengés parce que dans nos métiers, il y a toujours cette idée que la communication, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, il ne faut pas se méprendre par rapport à ce que je viens de dire, c'est effectivement l'affaire de tout le monde, mais tout le monde a un avis souvent définitif. C'est-à-dire que dans les organisations, les entreprises, les ONG, les communicants ne vont pas aller voir les spécialistes de la comptabilité pour dire comment il faudrait voir le plan analytique, mais par contre, tout le monde a un avis sur la manière dont il faut communiquer. Alors, c'est toujours un peu la grande difficulté, parce que tout le monde s'aperçoit que la communication, elle a effectivement un rôle important, mais que sur les affaires aussi importantes que celles du dérèglement climatique, la protection de la biodiversité, là, en fait, on n'a jamais vraiment demandé aux spécialistes de communication quels pouvaient être les conseils qui pouvaient être donnés. Donc on est toujours resté un peu dans cette vision linéaire de on va donner des informations, on va prévenir, on va faire des choses. Alors très souvent, par exemple, quand on regarde la communication des institutions publiques, alors c'est pas spécifique à la France, c'est un peu valable pour tous les ministères de l'environnement un peu partout, en tout cas en Occident, c'est-à-dire que les campagnes de communication servent avant tout l'émetteur, c'est-à-dire c'est davantage des campagnes de valorisation du ministre ou de l'institution publique, plutôt qu'un vrai travail. Parce que comme on commence un peu à savoir comment faire des communications un peu intelligentes qui servent à une modification des comportements, on s'aperçoit que tous les critères sont manquants. Donc on se dit, ça veut dire que c'est peut-être pas totalement rigoureux, pas totalement pris au sérieux, parce que sinon on ne ferait pas les choses comme ça. Très souvent, c'est à partir du moment où un ministère dit, voilà, triez vos déchets, etc., il se pose un peu en figure exemplaire, en donneur de leçons, c'est-à-dire c'est plutôt pour la propre image. Donc c'est important de voir justement comment la communication peut vraiment essayer d'amener des choses peut-être plus intéressantes. Alors comment il faut le faire? Déjà, il y a un point qui est super important, Jacques-Olivier vient de le dire, ça a été le gros défaut quand il cite pour un catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'idée de il faut dire aux gens que la situation est grave. Alors, sur le principe, on est d'accord, mais en termes de communication, ça fait partie des choses qui ont été les plus testées. C'est-à-dire il n'y a plus de débat. On a vraiment toutes les données scientifiques. On sait que la peur, c'est le plus mauvais signal pour amener quelqu'un à agir. La peur paralyse. La peur paralyse. À partir du moment où les gens ont l'impression que la situation est grave, il y a un truc, malheureusement... il faut prendre en compte. Si on veut faire avancer, il faut aussi creuser dans les questions un peu taboues, qui ne sont pas faciles à dire. Mais on parie beaucoup sur nos égoïsmes. Et il y a toujours un truc qui vient quand on fait des focus group, des entretiens avec des groupes restreints. Et généralement, c'est intéressant. Après 2 heures, les gens sont un peu fatigués, ils ont envie de rentrer chez eux. Donc, ils se lâchent un peu, ils disent des choses. Et dans ces moments-là, ce qu'ils disent souvent, c'est « Voilà, moi, je suis prêt à agir. » Mais voilà, je sais que mes voisins autour de moi, ils ne vont rien faire. Donc les gens se disent, moi je suis prêt à faire, ça m'intéresse, mais comme je sais que j'ai peu de pouvoir, qu'autour de moi les gens ne vont pas se bouger, ça ne servira pas à grand-chose. Donc à partir du moment où, en plus, c'est accompagné d'un message pour leur dire que la situation, elle est vraiment pas facile, pas évidente, que si on continue, on va dans le mur, à partir du moment où les gens ont l'impression qu'on va dans le mur et avec la perception que les gens à côté, ils ne vont pas faire, on est dans une paralysie totale et on ne se bouge pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un discours un peu choc, un peu fort, etc., mais qu'il faut toujours accompagner ce discours
de mode d'emploi, c'est-à-dire de conseils aussi un peu pratiques de vous, comment vous pouvez faire. Comment agir, c'est-à-dire Ouais, si comment vous agir. vous adressez à moi en me disant tout est foutu, Bah, moi je vous profite faites du rien. dernier moment, quoi. Bah, Je vais ça- prendre mon avion et ça- je vais y aller au Machu Picchu. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire si la situation est aussi grave, profitons-en avant et allons nous éclater. Donc c'est vraiment voilà, des conseils, un mode d'emploi, c'est des choses un peu pratiques. Donc remettre un peu de la clarté dans ce qu'il est possible de faire. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est peut-être un des points les plus importants, c'est rompre un peu avec ce discours hyper alarmiste et en tout cas l'accompagner de conseils un peu plus constructifs. Mais ces conseils plus constructifs, est-ce que on revient sur ce que disait Jacques-Olivier tout à l'heure sur les conseils de la petite écologie du quotidien, fermer son robinet, fermer sa lumière, ou parce que ça on dit c'est pas si efficace que ça, c'est de la sensibilisation mais ça n'agit pas. Est-ce que ça veut dire que dans les campagnes il faut inclure les gens dans une action, parce qu'on a beaucoup utilisé dans ces campagnes aussi la signature de pétitions, la mobilisation dans les manifestations. Est-ce que c'est des éléments comme ça qu'il faut rajouter à des campagnes sérieuse, la situation est sérieuse mais n'est pas désespérée, c'est où le point? Ok, alors deux éléments de réponse. Premièrement, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais un seul outil de communication qui peut déclencher. Là aussi, on a pas mal de données qui montrent, c'est comme en communication de toutes les organisations et c'est pas spécifique à l'environnement. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites une campagne de publicité, la campagne de pub, elle marche à partir du moment où vous trouvez le produit dans les linéaires, dans les magasins, où vous avez une force de vente, etc. Pour les questions environnementales, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pas le fait de recevoir un message qui fait que vous pouvez agir. Là, on a par exemple une grosse étude sur le tri des déchets. Pour inciter les gens à trier leurs déchets, c'est en leur donnant des messages, mais aussi en organisant des groupes de quartier, en faisant des débats, de la confrontation, des ateliers comme vous faites ici à l'Académie du Climat, en faisant que les gens participent, peuvent contribuer, peuvent poser des questions. Ils ont l'impression d'être acteurs et dans ce cas-là, le passage à l'acte, il est aussi beaucoup plus important. Donc il y a ça. Sur les éco-gestes, il faut juste savoir que... Alors c'est important, personne ne peut critiquer le fait que les gens font des actes un peu quotidiens. Le support un peu théorique des éco-gestes il y a 15 ans, qu'on appelle la communication engageante, c'est lorsque vous commencez à faire des éco-gestes, vous vous mettez sur des trajectoires vertueuses. C'est-à-dire que vous commencez par éteindre la lumière, et puis après vous réduisez votre consommation de viande, et puis après vous réduisez un peu la voiture. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur cette trajectoire. Il y a juste un inconvénient. C'est que ça marche pas. C'est que ça marche pas parce que depuis 2 ans, ça stagne et sur un certain nombre de sujets, clairement le tri des déchets, les réductions d'emballage, etc., ça descend. Alors peut-être c'est lié à la crise Covid, on le verra, mais ça veut dire que voilà, c'est un élément parmi d'autres. Il ne faut pas non plus survaloriser le fait du rôle de chacun, plus le fait que, si on veut être honnête, la part de chacun dans sa consommation, sur l'étude du Shift Project, au maximum, c'est 25% des problématiques d'effet de serre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution à soi seule. Mais l'idée, c'est que s'il y a une mobilisation, il peut y avoir un effet d'entraînement. Moi, je crois fortement au fait que ce soit la société civile qui, en se mobilisant, peut adresser un signal. On va le voir l'année prochaine avec les élections présidentielles. C'est aussi la capacité de chacun à faire en sorte d'interpeller les pouvoirs publics. Si on se met dans l'actualité immédiate, et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir sur la COP26 et Glasgow, si on écoute les médias, ce que disent un peu le discours médiatique sur Glasgow, ce sont les puissants qui décident pour nous. Ah. Moi, si j'écoute Glasgow, la crise est prise en charge. Là, j'ai eu des tonnes de promesses, des engagements, des initiatives interpays, des dizaines de milliards. Enfin, j'arrive même plus à compter. J'ai vu 130 000 milliards pour je ne sais plus quoi. Donc c'est pris en charge. Ouais, c'est ça. C'est les grandes puissances qui s'en occupent pour vous. Heureusement que la société civile est un peu là et que dans chaque pays, il y a des actions, il y a de la communication événementielle, il y a des choses pour montrer que c'est pas uniquement l'affaire des grandes puissances et que si c'est l'affaire des grandes puissances, c'est foutu. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir ce rôle de mobilisation. Et j'ajouterai un dernier point avant de passer la parole à Jacques Olivier, c'est que dans cette idée de comment passer à l'acte, etc., et comment mieux sensibiliser, pour moi, il y a aussi un point important, c'est qu'il faut décloisonner complètement ce problème climat et biodiversité. Parce que tout le discours sur le climat, c'est un discours qui est purement écolo, environnement, et souvent quasi militant.
Et en fait, pour moi, heureusement je ne suis pas seul, le problème du climat, ce n'est pas un problème d'environnement. Ou du moins, ce n'est pas qu'un problème d'environnement. Et peut-être c'est avant tout, et de plus en plus, un problème économique. Parce qu'on sait depuis le rapport Stern de, je crois que c'est 2005, que ça va coûter de plus en plus cher et que plus on attend et plus ça va nous faire mal. Que c'est un problème comme Covid, c'est un problème social au sens de les personnes qui vont le plus en souffrir, c'est les personnes les plus défavorisées. Donc c'est vraiment un problème d'inégalité sociale, plus sociétal au sens d'accélération des migrants climatiques. C'est un problème de santé publique avec l'augmentation des maladies tropicales et peut-être de nouveaux virus qui vont se libérer. Donc on voit que le sujet, il ne faut pas le réduire à cet angle purement environnement. Et je ne parle pas des problématiques géopolitiques, voire quasi militaires demain avec d'accès à la ressource. Donc il faut que quand on parle de climat, on ne dise pas c'est l'affaire du ministère de la Transition écolo, parce que là c'est foutu et ça va devenir, comme quand on parle de publicité ou autre, un problème de lobbying de différents acteurs. Donc il faut vraiment qu'on soit en capacité, quand on parle de climat, et j'espère qu'à l'Académie du climat ça fera partie des premiers objectifs, qu'on considère que le climat c'est pas que de l'environnement. Oui, je suis vraiment d'accord. Il faut prendre une approche totalement transversale. Je pense qu'il y a un des enjeux aussi, c'est nommer les choses. C'est vrai que réchauffement climatique, même changement climatique, ça ne marche pas parce que l'une des problématiques qu'on doit gérer, c'est que d'un point de vue rationnel, l'action sur le climat et sur les questions environnementales, elle est naturelle. Et dans un raisonnement politique, c'est pas pour maintenant. Parce que, comme vient de le dire Thierry, il y a tellement de négociations à faire entre des différentes temporalités et des différents intérêts qui vont s'entrechoquer qu'on se dit on va plutôt le reporter à plus tard. Donc déjà, il faut changer de terme, il faut en parler d'un point de vue efficacement politique et voire moral. Donc, par exemple, dire qu'on parle de péril climatique, de catastrophe climatique, de menaces climatiques, au moins déjà on dit les choses, c'est-à-dire que c'est pas simplement profiter, se balader à Paris toute l'année en chemisette comme en pensant que c'est super. Non, derrière il va avoir un impact sur l'ensemble des sociétés, enfin de la société française, qui va être excessivement dur à gérer. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et si vous regardez ce qui se passe par exemple en Royaume-Uni avec le Guardian, il impose aux journalistes maintenant de ne plus avoir ce discours sur réchauffement climatique, changement climatique, mais dire il faut nommer les choses. C'est quelque chose d'anormal. La crise est là. Voilà, c'est une crise et il faut le nommer d'un point de vue d'actant politique. C'est un péril qui, si ça se déclenche, l'ensemble des sociétés, il y a la question de l'habitabilité, mais l'ensemble des sociétés va avoir un vrai souci de gestion. Et il n'est pas sûr que le côté de la pièce tombe du beau côté, enfin qu'il y ait une gestion très démocratique de la crise climatique qui est devant nous, quoi. Sachant, comme le dit Thierry, elle va fusionner un ensemble de crises déjà existantes sur un fond et qu'il va falloir qu'on gère aussi, c'est le discours global qu'on peut délivrer. C'est-à-dire on est tous d'accord qu'il va falloir donner un nouveau discours, un nouveau récit, un nouveau roman national, européen sur la question climatique. Le problème, c'est que c'est d'autant plus dur qu'on est maintenant dans une situation où les grands récits fondateurs collectifs, ça ne marche plus et on a une multiplication de petites expériences individuelles fédératrices. Je renvoie un livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est le dernier livre de Pierre Rosanvallon sur les expériences de la vie, où il dit en gros maintenant, ce qui fédère, c'est le sentiment de discrimination, l'humiliation, et l'une des clés de lecture des Gilets jaunes, c'est l'humiliation, et c'est plus les grands récits fédérateurs, les grandes catégories sociologiques. Donc quand vous êtes face à ça, c'est-à-dire une multitude de ressentiments et de ressentis sur une question comme le climat, qui est quand même une clé, on se rend compte que ça ne va pas bien, mais enfin on discute, on n'est pas sous pression objectivement, on va ressortir ce soir, il fait quand même un peu frais, donc, les terrasses sont chauffées, les terrasses continuent à être chauffées, la vie reprend, donc c'est pas tout à fait comme la crise Covid qu'on a vécue. Il n'y a pas un climax où on se dit là il y a quelque chose qui nous saisit. Donc incapacité à avoir un discours fédérateur, multiplication d'une logique de ressentiment personnel qui permettent d'agréger, et en plus une crise climatique, écologique au sens large qui est vécue comme étant lointaine. Les ours c'est sympa, mais a priori on ne les croise pas, dont on ne ressent pas directement les éléments. Objectivement, on se dit qu'on va passer en mode action que quand on sera vraiment dedans.
Sauf que quand on va être dedans, j'ai envie de dire, c'est déjà trop tard la communication. On est sur la gestion de crise pure et dure, quoi. Et ça, c'est l'un des soucis qu'on a à gérer tous. Hein. Et je pense qu'on est tous ici, vous voyez, on n'est pas nombreux déjà, mais on en est tous conscients. Maintenant, comment trouver les mécanismes qui font pour engager les gens, c'est quand même pas évident, quoi. Et vous l'avez dit à propos de Rosan Vallon, justement, sur son bouquin, sur le fait que, et je croise un peu avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des discours d'émission descendants. Le gouvernement fait des campagnes en disant trier, il faut trier maintenant, triez vous. Mais il n'y a pas d'inclusion des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation. C'est ça aussi une des problématiques de la société qu'on retrouve dans toutes les thématiques aujourd'hui qui bouleversent là la société dans cette début de campagne présidentielle, mais on le retrouve sur les thématiques de l'écologie aussi. C'est qu'est-ce qui fait que moi je participe à la décision. Alors on a eu une convention citoyenne qui aurait pu être une base d'un nouveau discours, d'un nouveau récit. Elle a été submergée. Bah c'est surtout, elle n'a pas eu d'impact. C'est-à-dire, ce qui est intéressant objectivement, la conférence citoyenne, c'est jamais qu'une conférence de consensus comme on faisait sur les OGM. Donc, en termes d'ingénierie, de gestion d'un consensus, c'est assez classique. Mais ce qui est très intéressant, et Thierry y a participé, il a été reçu, il a fait partie des gens qui ont été écoutés, c'est qu'on est arrivé avec des gens qui avaient quand même des profils très différents sociologiquement. Pas de sensibilisation ou presque. Des parcours de vie, et qu'à l'atterrissage, une fois qu'on les fait 6 mois ensemble, on arrive à quelque chose qui est quand même assez robuste. Alors, certaines personnes comme Dominique Bourg diront que c'était quand même globalement le résultat de la Convention citoyenne pour le climat, c'est quand même la camomille, mais même la camomille, on n'est pas arrivé à ce que ça soit accepté. C'est-à-dire que les gens ont commencé à dire « ouais, là, c'est trop décroissant », alors que c'était... on était très loin de ça. Et les gens, souvent, il y avait des gens qui étaient post-gilets jaunes qui disaient qu'ils avaient bien intégré l'impact social. Donc il faut quand même qu'on se pose des questions sur nos mécanismes psychologiques et cognitifs qui font que on a beau démontrer par A plus B qu'on va dans le mur, que ça va mal se passer, la communication du dernier kilomètre, ça marche pas, quoi. Oui. Oui, moi je souscris, je signe à 100%. Donc deux, trois compléments simplement. Premièrement, sur les noms, c'est vraiment un point important. Moi, je ne supporte pas qu'on continue à parler de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Il faut arrêter avec cette idée, c'est stupide. On n'est pas avec 2 degrés. Le problème qui se passe avec le climat, c'est qu'il s'est déréglé. Et qu'on va avoir une accélération qui a déjà commencé d'événements météorologiques extrêmes. Et on l'a vu cet été avec les tornades aux États-Unis, les feux de forêt en Grèce, les inondations en Allemagne, en Belgique, etc. C'est ça la réalité du dérèglement climatique. Donc il faut effectivement faire attention à la manière dont on parle des choses, et c'est valable pour le climat, c'est valable pour la biodiversité. Par exemple, Jacques Olivier parlait du Guardian. Dans le Guardian, on ne parle plus de stock halieutique, on parle de population de poissons, quoi. C'est quand même pas la même chose. Il y a une réalité derrière. Donc ça, ça fait partie des points qui sont vraiment très importants. Deuxième élément sur la Convention citoyenne. Il y a un point qui presque m'a fait plaisir avec la Convention citoyenne, c'est qu'il y a des éléments que nous, spécialistes avec tous les guillemets qui s'imposent, on n'avait pas vu venir. Et le fait que dès le début, c'est-à-dire dès la 2e session, dès le 2e week-end sur les 7 de la Convention citoyenne, on ait évoqué le rôle de la publicité. Et ça, c'est super important parce que les 150 participants sont dit, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, on doit s'attaquer à ce qui est dans nos têtes. Et dans nos têtes, c'est notre imaginaire. Et notre imaginaire, il est beaucoup impacté par la publicité qui nous incite en permanence à consommer toujours davantage et à penser que le bonheur est dans la consommation. Et ça a été la première fois que par les citoyens eux-mêmes, il y a un vrai débat sur le rôle de la publicité dans la transition écologique. Alors, il y avait déjà eu quelques textes, quelques idées avant, mais c'est vraiment les 150 citoyens, les 150 qui ont dit la publicité a un rôle important. Et c'est là où aussi on rejoint le rôle de la communication. Peut-être on pourra en reparler parce que ça fait partie des points qui sont importants. Et puis dans les
chose également à marteler quand on parle de discours environnemental, c'est vraiment cette idée de remettre de la proximité. Ce que je trouve un peu effrayant dans le discours climatique, c'est que c'est un discours qui est totalement déconnecté de la réalité, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps parce que, et là on le voit d'ailleurs à Glasgow, c'est atteindre la neutralité carbone en 2050 pour rester sous les 2 degrés à horizon 2100. Vous imaginez, et puis les images, mais c'est ce que je dis souvent, faites le test, ça marche à tous les coups. Vous tapez réchauffement, pour le coup, réchauffement climatique sur votre smartphone, sur Google, 95% des photos qui apparaissent, c'est un ours polaire. Voilà. C'est l'image de la banquise qu'on a. C'est loin et c'est beaucoup plus tard. Donc comment vous voulez que les gens se bougent maintenant et se sentent concernés à partir du moment où, alors c'est beaucoup médiatiquement, on tient ce type de discours-là. Et puis je rajouterais un autre élément, et là on le voit beaucoup avec le discours de Glasgow, mais on ne peut pas leur reprocher non plus, parce que c'est le rôle des conférences des parties internationales sur le climat, c'est que non seulement c'est lointain, c'est distancié, etc., c'est un peu alarmiste, mais en plus, mais on comprend rien, quoi. On comprend rien. C'est un discours qui est ultra technique. Il faut réduire, chacun doit réduire d'1 tonne sa production de CO2. Je vous mets au défi de visualiser. On a des calculateurs ici, on peut apprendre à calculer ça. Ok, d'accord, mais visualiser 1 tonne de CO2, bon courage, c'est pas évident. Hein. Donc on est sur réduire les émissions de gaz à effet de serre, combattre le CO2, atteindre la neutralité carbone. Je veux dire, si on veut mobiliser les gens, c'est quand même pas un projet de vie, ça. Hein. Il y a peut-être moyen de trouver. C'est là où il faut peut-être ouvrir la question qui était suggérée par Jacques Olivier de c'est quoi le récit. C'est pas la neutralité carbone qui peut ouvrir un nouveau récit. Il y a peut-être autre chose. Alors c'est évidemment pas nous à notre niveau qui allons dire ce que peut être un nouveau récit. On a certainement quelques idées, mais c'est aussi ce travail. Parce que un des principes de mobilisation, c'est avoir un objectif qui mobilise, auquel les gens croient, qu'on a envie d'atteindre. Le discours sur la neutralité carbone, pour moi, c'est plutôt un moyen au service d'un objectif, mais c'est pas le combat qu'il faut avoir. C'est un moyen au service de quelque chose d'un peu plus général. Moi, voilà, vous l'avez dit un peu dans la présentation, je travaille essentiellement à Bruxelles auprès des institutions européennes. Moi, j'ai toujours le souvenir, mais j'étais pas né, de la construction de l'Union européenne. Ça s'est pas fait sur des échanges économiques, même si la base c'était la communauté économique européenne, mais c'était sur l'idée que l'Europe, ça pouvait amener, ça pouvait amener la paix, etc. C'était quelque chose qui pouvait mobiliser. L'économie, c'est le moyen au service d'un objectif plus global. Je pense qu'en matière de climat, c'est aussi ce travail-là qu'on doit faire. Donc le récit, c'est nous raconter une autre vie que celle qu'on nous raconte depuis 50 ans, celle dans laquelle on a grandi et on s'est fait, c'est-à-dire d'un modèle de voyage international, de manger beaucoup de viande tous les jours, d'avoir le dernier cri d'ordinateur sur sa table et des choses comme ça. Donc, il faut qu'on se construise un univers, un mental qui soit, un imaginaire qui soit différent. Alors il y a 2 choses. Premièrement, en fait, c'est presque du bon sens, mais c'est simplement se poser la question peut-être la plus essentielle dans nos vies, c'est qu'est-ce qui nous rend heureux? Voilà, c'est tout con. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Moi, c'est l'iPhone 13 parce que je peux faire de très belles photos. Alors, c'est là où il faut faire attention, parce que des discours de sensibilisation à la réalité du dérèglement climatique et à cette approche d'écologie quotidienne, d'écologie de proximité. Des messages de sensibilisation comme ça, vous en recevez combien par jour? Ouais. Des messages de sensibilisation, on en reçoit 3-4 par jour. Des messages publicitaires qui vous incitent à consommer davantage, vous en recevez en moyenne, selon les études, entre 400 et 3000 par jour. Il suffit d'ouvrir un journal, d'allumer la radio, la télé, etc. Et si en plus vous regardez Internet, c'est mort.
Donc c'est dire que tout ce qu'on peut dire, et le rôle des ONG, des institutions comme l'ADEME, etc., de dire faites attention à votre comportement, etc., c'est peanuts, c'est epsilon par rapport à ce bombardement publicitaire quotidien qui nous dit consommer, le bonheur est dans la consommation. Donc déjà, ça fait partie des points qui sont un peu importants, et concevoir ça. Alors c'est pas une critique contre la publicité, c'est simplement considérer aussi le rôle de la publicité dans la formation de cet imaginaire. Et puis deuxièmement, dans ces questions qui sont peut-être les plus importantes, qui sont la question du bonheur, c'est peut-être déjà aussi s'apercevoir de la déconnexion entre l'objectif qu'on nous enseigne dans les grandes écoles, les écoles, universités, etc., de belles carrières. Alors, on ne va pas cracher dans la soupe, on a fait ça aussi. Mais c'est-à-dire que quand on regarde statistiquement la relation entre l'indice du bonheur et l'indice de revenu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, pour aller un peu rapidement, 1,5 fois le SMIC, plus vous gagnez d'argent, et à partir de ce niveau de 1,5 fois le SMIC, il y a une relation stagne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas plus heureux quand vous gagnez beaucoup d'argent. Donc il faut aussi considérer que... Alors il y a Tim Jackson qui a fait un livre qui s'appelle Prospérité sans croissance, il y a un peu plus d'une dizaine d'années là-dessus, qui le démontre statistiquement de manière très, très claire. Mais c'est aussi vraiment cette idée de se poser cette question. Ce qui est important, c'est la famille, c'est les amis, c'est la convivialité, c'est le dialogue, c'est partie des choses importantes. Et puis peut-être, et je vais terminer par là, c'est dans les questions, moi c'est ce que j'essaie je termine mon livre en disant qu'est-ce qui pourrait tous nous rassembler, qu'est-ce qui pourrait être la base d'un récit. C'est déjà, on serait tous d'accord pour avoir une vie moins stressante, pour avoir un air plus pur, pour avoir une alimentation plus saine. Donc déjà se poser un peu des questions de qu'est-ce qui peut nous rassembler. Et je dis, à partir du moment où on se met d'accord sur ce qui pourrait nous rassembler, et je pense que des objectifs comme ça, tout le monde peut signer, on s'aperçoit que toute la problématique carbone, elle est liée à ça et elle sera entraînée à ça. Donc c'est juste ne pas se focaliser sur cet objectif CO2, mais essayer d'ouvrir le débat un peu plus largement, surtout si on veut entraîner la population derrière. Et comment on fait avec la place de nos organisations, de l'académie, des organisations pour lesquelles vous avez travaillé, comment on fait pour interroger sur un discours quand on voit que sur 4000 messages reçus par jour, on a 3 concernés ces questions-là. Les autres sont sur le modèle classique traditionnel qui s'est dessiné pour ces 30 dernières années. Oui, alors ça, vous avez raison. J'ai envie de dire, il faut prendre au sérieux la question des messages, de la communication et de la publicité, et essayer de créer un rapport de force politique. Bon. Alors, il faut voir quand même que, comme l'a dit à l'instant Thierry, je pense que le secteur des médias et de la communication est un peu saisi par le fait qu'il est maintenant clairement pointé du doigt. Si on regarde là, les conditions générales de vente des 6 grands acteurs des médias qui ont été présentés il y a 15 jours, ils ont de la RSE partout. Donc M6, TF1, France 2 vont offrir maintenant des espaces dédiés. TF1 même propose que chaque fois qu'une marque va présenter un écolabel, ils abonderont un fonds spécial. Donc il y a quand même une prise de considération et de conscience que ça va être compliqué. Et puis il y a du côté des acteurs de l'économie, eux ils investissent, on joue plus quoi, d'une certaine façon. Mais je pense qu'il faut qu'on assume maintenant d'avoir Moi le risque que je vois poindre, c'est, et c'était très bien expliqué, j'avais été assez d'ailleurs sensible à son discours, c'était il y a 3 mois, Yann Arthus Bertrand, il a présenté Home 2, où il fait 10 ans après. Il a cette remarque sur je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Home, à un moment, il a un plan fait en hélicoptère où il est au-dessus d'un champ d'éolien au Texas. Il dit c'est l'énergie de demain qui va remplacer le pétrole. Et regardez le Texas qui était un grand état pétrolier. Voilà. Et il dit, et il était interviewé sur Home 2 10 ans plus tard, et il dit moi je pensais que ça serait un effet de substitution, en vérité il y a un effet d'addition. C'est-à-dire que le Texas, maintenant, ils continuent le pétrole, mais simplement, ils ont augmenté en plus l'éolien. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant maintenant à accepter l'effet de substitution. C'est-à-dire qu'il y a un monde qu'il est souhaitable de quitter. Alors, évidemment, le quitter, ça veut dire qu'on va changer des rapports de force. Il y a des vainqueurs, mais c'est la vie. Il ne faut pas surtout rajouter une couche, en gros, d'économie verte sur une économie grise. Parce que là, j'ai peur que ça soit assez problématique
dans le sens où je ne suis pas sûr qu'on puisse tenir vraiment ce rythme-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut assumer de faire des choix et de rompre avec des modèles de consommation, de projection de soi-même sur l'avoir qui semblent vraiment plus pertinents. Donc on est quand même à un moment où on va falloir, comme disait Churchill, on est à l'époque, vous savez, c'est son discours de 38 où il dit on a voici venant le temps des conséquences. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir solder nos conséquences et ce qu'on a fait, et on ne peut pas rajouter, se dire on va se faire de la croissance verte en plus de la croissance grise. Ouais, on va garder la croissance grise parce que c'est quand même sympa ce carbone, mais voilà. Donc il y a un vrai changement de modèle, mais il va se faire plus on attend, plus il va être douloureux. Et en revanche, l'un des soucis qu'on a, c'est le bénéfice, parce que Thierry, dans son livre, dit il faut qu'on trouve un bénéfice, et c'est vrai que face à la crise climatique qui arrive, qui accélère, le bénéfice, c'est quand même compliqué de le voir, parce que c'est une vraie révolution mentale qu'on va nous demander. C'est vraiment rompre avec pas simplement 50 ans de culture autour de la pub, c'est pratiquement 200-300 ans de rapports très violents entre nous, très violents avec la nature, sur une recherche effrénée d'acquisition et d'hubris. Enfin, c'est une vraie rupture mentale, vous voyez. Et ça, en l'état, je pense qu'on n'arrive pas encore à voir quel chemin on peut trouver pour arriver à cette rupture. Parce que c'est plus qu'un changement de comportement, c'est-à-dire que là, c'est un changement de modèle de vie sur lequel on s'est construit. C'est ça la difficulté, parce qu'au début, on parlait de ces changements de comportement, de ces campagnes auxxquelles vous étiez confrontés dans les organismes. La même chose qu'on a eu avec la sécurité routière, les 50 ans de campagne sur les changements de comportement et tout ça. Ça, on sait à peu près faire, mais changer complètement nos centres d'intérêt, ce pour quoi on s'est mobilisé pendant des années, c'est extrêmement complexe. Et en plus, est-ce que c'est pas ça ne s'adresse pas à une population, j'allais dire, qui a les moyens de faire ça? Parce qu'il y a dans les populations auxquelles on s'adresse, on n'est pas sur... Alors, ça, je vais me permettre de répondre, parce que c'est un point que... c'est amusant, parce que quand j'étais DIRCOM du VVF, on était pendant très longtemps dans... Le siège au départ était à Longchamp, à côté de l'hippodrome, et ensuite on a déménagé. Le siège actuel, il est au Pré Saint-Gervais. Et c'était intéressant de voir objectivement les problèmes, outre le fait que si vous regardez la sociologie des ONG environnementales, elle est quand même plutôt blanche, on ne va pas tourner autour du pot. Et quand souvent je disais à mes collègues, justement, puis il y a un côté très entre-soi qui se gargarisait, je disais, les gars, vous savez quoi, vous traversez la rue, vous allez discuter au mec de Pantin, là, puis on va discuter un peu de comment vous le percevez, la question, manger moins de viande, alors que dans les classes populaires, la consommation, elle est plutôt sur la viande, vous voyez, de la viande de très mauvaise qualité, mais on mange plutôt de la viande. Et je leur dis, là, vous allez voir ce que c'est, quoi, parce que ces gens-là, ils ont envie de boire du coca, ils ont envie de manger de la viande, ils ont envie de passer des vacances qu'en plus, ils ne les ont pas, donc ils aimeraient bien en avoir. Donc il y a quand même ce rapport. Leur imposer le modèle auquel vous arrivez, alors qu'ils ne vont même pas passer par la case prospérité avec croissance, et leur dire, c'est qu'il n'y aura plus de croissance, c'est juste prospérité, puis on va pas beaucoup prospérité, ils vont dire non, t'es gentil, non, c'est à notre tour. Mais c'est la même logique dans les pays du Sud. Quand l'Inde ou la Chine disent, les gars, vous avez bien profité pendant 150 ans, donc non, on va continuer, nous, à se développer. On peut comprendre, quoi, quand même, le développement de l'Europe et de l'Occident, il s'est fait en grande partie sur de la prédation sur l'Afrique ou sur l'Asie. Donc c'est vrai qu'on a un problème très global de discours, et on n'arrive pas en l'état à trouver les éléments d'un discours fédérateur qui permettent de répondre à cette question d'une double dette, d'une gestion de notre héritage, et de trouver un bénéfice. Est-ce qu'il faut faire un Grenelle du discours? Qu'est-ce qu'il faut construire? Quels sont les outils qui pourraient permettre d'avancer? Parce que pour l'instant, on ne le voit pas poindre. Alors, un Grenelle, je ne suis pas sûr. Ce qui est évident dans tous les cas, c'est tout à l'heure quand on parlait de nouveaux récits, c'est que personne ne peut imposer un nouveau récit. Je pense qu'il y a dans les choses que je vois qui me rendent un peu optimiste, c'est en tout cas qu'il y a un basculement qui est en train de s'opérer. Et par exemple, si on veut terminer sur le rôle de la publicité, il y a par exemple des choses assez simples à mettre en œuvre et qui ne coûtent pas un centime. C'est aussi pour ça que les publicitaires sont d'accord. C'est le travail qui a été publié par exemple la semaine dernière
Jacques Olivier y a fait référence, de l'association Entreprises pour l'environnement, sur les imaginaires et les stéréotypes. C'est-à-dire que, par exemple, pour vendre une voiture, pourquoi ça a toujours été un homme mâle dominant, la quarantaine, seul, au volant de son véhicule, et quand il va se garer, il fait la jalousie des enfants de son voisin? Pourquoi, lorsqu'on vend un crédit à la consommation, c'est toujours un pavillon avec deux bagnoles? Dans un autre domaine qui est celui des stéréotypes, pourquoi 85% des figures d'experts à la télévision, 85% des figures d'experts à la télévision, ce sont des hommes? C'est-à-dire comme si une femme ne pouvait pas être expert. Donc il y a peut-être ce travail de représentation, d'imaginaire qui est jouable. Et si on peut justement montrer un nouvel imaginaire, si quand on fait une campagne de publicité, on peut essayer de montrer autre chose qu'un bonheur effréné par une consommation intense, bah dans ce cas-là, ça fait partie des choses qu'on peut commencer à gagner. Dans les choses, et j'arrête de parler de publicité, mais par exemple, pour montrer qu'il est en train de se passer quelque chose, il y a une dizaine de jours, au Comité économique et social européen, donc c'est l'ensemble des organisations de la société civile des 27 pays de l'Union européenne qui ont voté un texte justement pour dire, dans ce travail sur l'imaginaire, la publicité doit jouer son rôle. À l'unanimité. C'est-à-dire que toutes les organisations syndicales, toutes les entreprises, les PME comme les grandes entreprises, enfin tous les corps des 27 pays ont dit ça fait partie des sujets sur lesquels on doit s'attaquer. Vous imaginez, pas une seule opposition. Donc voilà, si on peut terminer sur une note d'espoir, déjà en voilà une. Mais il y a peut-être des questions parmi les personnes qui sont... Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Serge? Bonsoir Thierry, bonsoir Jacques-Olivier, un plaisir de vous accueillir à l'Académie du Climat. Et je te promets Thierry que la prochaine fois il y aura encore beaucoup plus de monde parce que à vous écouter, à t'écouter, je pense vraiment que nous devons créer un atelier ici. Un atelier à trouver l'appellation sur la communication face au péril climatique et l'érosion massive de la biodiversité, mais on trouvera le nom. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un atelier où on travaille ce sujet entre nous et avec l'ensemble de ceux qui voudront nous rejoindre, parce que ça nous apparaît très important. La publicité. On avait ce rêve, bon, on a essayé de les réguler, nos amis publicitaires, avec le faible succès qu'on connaît. Mais si j'avais les moyens, imaginons, si j'étais milliardaire, est-ce que je pourrais créer une agence publicitaire ou des agences publicitaires dans chaque pays pour pouvoir agir et en utilisant les armes publicitaires pouvoir contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique et au gaspillage dans lequel nous vivons et à la destruction de notre environnement immédiat et lointain. Donc en prenant les armes de la publicité. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui le code télévisuel est tellement important, on l'a bien vu aux États-Unis. Trump a été élu, nous on a vu un homme blond faussement chauve, enfin réellement chauve mais bien camouflé, soudain arrivé dans notre univers. Donald Trump était une star de la télévision américaine. Et, il avait une émission de télévision, une télé-réalité qui était vue par des dizaines de millions d'Américains. C'est une star. On n'a pas l'équivalent en France, mais peut-être Michel Drucker se présentant à la présidence, à la présidentielle, mais lui, c'était encore plus fort. Nous avons actuellement un histrion qui s'appelle Zemmour, mais il a le code télévisuel. Il peut raconter n'importe quoi. Je l'écoutais ce matin sur le salaire des femmes. Il dit n'importe quoi. Il conteste les chiffres de l'autre, mais il le dit avec une telle assurance, un tel sabir télévisuel que ça passe. Et donc on en est là aujourd'hui. Et nous, militants, combien de fois on a été nuls à la télé? J'ai participé à plein de choses. On est souvent pas bon, parce qu'on y met de la passion, parce qu'on ferme les yeux, parce qu'on n'a pas le sujet verbe-complément, on n'a pas l'efficacité de trouver la punchline tout de suite, etc. C'est vraiment un métier. Or, quand on voit souvent
quand on voit nos amis à la télévision, c'est souvent ou à la radio, c'est souvent décevant. Et donc je pense qu'il faut vraiment que nous travaillions cela ensemble, et l'Académie du climat sera, j'espère, cette académie de la communication pour enfin vaincre l'inertie qui est face à nous. Je lui vole le micro, sinon parce qu'on a un duplex avec Glasgow tout de suite, mais je vais vous laisser le mot de la fin, mais on rebondit sur ce que dit Serge. Enfin, en tout cas, moi, je rebondis sur ce que dit Serge pour continuer cette conversation et dans plus qu'une conversation, en faire un chantier. Je vous laisse la parole, Jacques. Moi, je vais être très rapide, hein, pour que vous puissiez profiter de Glasgow. Moi, je suis vraiment d'accord. Je pense qu'on n'a pas assez travaillé la question de comment on fait passer nos messages au rang, ce qu'on dit, désirable. Et c'est vrai qu'il y a un côté, notre communication souvent est un peine à jouir, quoi. C'est ce qu'on a dit, plate, voilà. Donc au contraire, on serait très heureux que l'Académie du climat soit leader, soit une vraie réflexion dynamique sur comment on crée un vrai récit et une capacité d'engagement autour de la communication actuellement. Ouais. Oui, le problème du climat, moi je suis super content de faire cette conférence à l'Académie du climat. C'est que, comme on a dit en introduction, le problème du climat, il n'est pas seulement technique, environnemental, politique, etc. C'est aussi un problème de communication. Et si la communication, elle peut aider justement à mieux sensibiliser, à faire passer des messages et surtout à passer à l'acte, là, ouais, ça commence à devenir intéressant. Ouais, merci beaucoup à vous deux. On va rendre le direct, comme on dit, pour se retrouver dans quelques minutes sur Facebook avec le duplex de Glasgow, animé par Marscal, et une conférence dont j'ai oublié le sujet qui prendra tout de suite derrière, sur les pertes et les dommages. Pertes et dommages, donc ce soir en conférence, et à 19h, dans 3 minutes, 5 minutes, on sera en duplex de Glasgow. Merci.